On va commencer. Désolée pour, pour ces petits ajustements techniques. Je suis Sandra Métayer, coordinatrice de la coalition Eau, et je vais modérer ce webinaire. Alors, d'abord, juste quelques petites règles pour la bonne tenue du webinaire. Donc, il faudrait que tout le monde puisse inscrire son nom dans la boîte de conversation pour qu'on puisse savoir qui est connecté et de quelle organisation vous venez. Ensuite, quand vous ne parlez pas, merci de mettre le micro en muet, ça évite les interférences. Sachez que le webinaire est enregistré et que nous partagerons en fait l'enregistrement avec vous après la session. Mais si quelqu'un ne souhaite pas être enregistré lorsqu'il parle, merci de l'indiquer dans la boîte de conversation aussi. Et enfin, si vous avez des questions ou si vous voulez partager des choses, merci aussi de l'écrire dans la boîte de conversation que ma collègue Héloïse Chicou va modérer. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment se déroule le webinaire, alors vous pouvez voir avec l'écran que je partage avec vous qu'on va avoir 3 parties principales. La première partie, c'est la présentation des résultats de l'étude globale sur les mécanismes nationaux de redevabilité pour l'objectif de développement durable numéro 6. Donc c'est l'étude en fait que nous avons menée, la coalition Eau, avec Water Poverty, Watershed, WSSCC et le partenariat Sanitation and Water for All. Nous sommes aussi les organisateurs de ce webinaire. L'étude a été publiée en juin dernier et elle est basée sur 25 études de cas pays qui ont été faites par des points focaux dont plusieurs participants à ce webinaire. La seconde partie du webinaire, on va présenter les activités de suivi qui ont été menées après l'étude au Burkina Faso. C'est Roukiatou Ouedraogo du SPONG qui nous présentera les initiatives du SPONG en la matière. Et on aura une troisième partie en fait ouverte à la discussion avec les participants sur les présentations qui ont été faites et sur les pistes en fait de mobilisation dans les pays. Donc l'objectif en fait vraiment de ce webinaire, comme vous le voyez, c'est de partager les résultats de l'étude sur les mécanismes nationaux de redevabilité et donc de discuter de la façon dont on peut mettre en œuvre les recommandations des études au niveau national. Partager les expériences et des idées pour des actions de suivi et de plaidoyer suite à l'étude. C'est aussi un webinaire qui s'inscrit dans la continuité de l'atelier d'échange des collectifs de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du Centre que la coalition Eau, le SPONG et les partenaires ont organisé en février 2018 au Burkina Faso. Et lors de cet atelier qui réunissait les collectifs de la société civile de 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, on a eu une session de travail sur la redevabilité des gouvernements pour l'ODD 6. Session au cours de laquelle on a déjà pu présenter les résultats préliminaires de l'étude mondiale et avoir aussi un temps de réflexion sur les stratégies de plaidoyer à mettre en place au niveau national pour porter les recommandations des différentes études. En termes d'audience, je vois qu'on a 20 participants au webinaire. La cible principale, c'est donc les points focaux des études qui ont été menées dans les 25 pays. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup en ligne. Et on a de toute façon ouvert le webinaire aux autres OSC, en fait, dans les pays francophones pour se mobiliser le plus largement possible sur les enjeux de redevabilité pour l'ODD 6. Donc, on va tout de suite passer à la présentation de l'étude mondiale sur les mécanismes nationaux de redevabilité. Donc, comme je disais, les conclusions préliminaires avaient déjà été présentées lors de notre atelier au Burkina Faso en février 2018. Mais voilà, on va présenter maintenant les résultats finaux tels qu'ils figurent dans l'étude publiée. Les pays francophones qui ont fait partie de cette étude sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et l'Afrique.
Alors, normalement, c'est Sena Alouka de Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui devait présenter cette partie, mais apparemment, il a des difficultés à se connecter. Alors, s'il y a des nouveaux arrivants dans la conversation, s'il vous plaît, mettez votre nom dans la boîte de conversation par écrit, le nom de votre organisation, et mettez votre micro sur muet pour éviter les interférences. Merci beaucoup. Sandra, donc c'est Héloïse. Si vous pouvez me donner juste une seconde, on va essayer de faire en sorte que Sénat soit avec nous. Sinon, Sénat a des difficultés à nous rejoindre, donc je ferai la présentation pour le remplacer. Mais donnez-moi juste une seconde pour essayer de lui renvoyer le lien pour que ça marche. Merci de votre compréhension. Merci. Donc, je vais commencer la présentation en espérant que Sénat va réussir à nous rejoindre, puisque bien sûr l'idée c'est d'avoir nos partenaires nationaux qui fassent cette présentation. Mais bon, comme vous savez, parfois la technologie n'est pas toujours chose facile. Donc, je vais commencer la présentation. Sandra, je te dirai de faire passer les slides. Et puis, si on a la chance d'avoir Sénat qui nous rejoint, je lui laisserai la parole. Donc, bonjour à tous, je suis Héloïse Chicou, je travaille pour Assainissement et Eau pour tous et je suis la conseillère de la société civile. On va vous présenter un petit peu les résultats de cette étude en vous présentant notamment les recommandations qui sont sorties de cette étude pour après se focaliser un petit peu sur les prochaines étapes de ces recommandations et ce qu'on peut faire au niveau national pour pousser pour plus de redevabilité de nos gouvernements et du secteur en général. Juste pour vous donner une idée un petit peu des pays participants, donc en Europe, on a eu 2 pays, la France et les Pays-Bas. En Amérique latine, on a eu le Costa Rica, l'Honduras et Mexico. En Afrique, on a eu à la fois les pays d'Afrique de l'Ouest que Sandra a énuméré avant, mais on a eu aussi des pays d'Afrique de l'Est, comme le Kenya et la Tanzanie. Et en Asie, on a eu une grande partie de l'Asie de l'Est avec le Bangladesh, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka, les Maldives. Prochaine slide, Sandra. Alors, Héloïse, je vois que Sénat a l'air en ligne. Ah, Sénat, es-tu avec nous? Oui, bonjour, désolé. Ah, super. Alors, Sénat, j'allais prendre la main, mais comme Oui, il non, faut mais écouter merci ta voix. beaucoup, j'apprécie, c'est très gentil. Du coup, nous sommes à la première slide où on a présenté les pays qui ont participé à l'étude. Si tu peux maintenant prendre la parole, continuer avec les prochaines slides et puis dire à Sandra si tu veux passer de slide en slide. Nous sommes sur la slide la redevabilité signifie où on présente justement les premiers résultats de l'étude. Oui, à toi, Sénat. merci beaucoup, Sandra. Bonjour, chers participants, c'est un grand plaisir. Désolé du retard. Bon, voilà. Donc, effectivement, comme Loïse le décrivait tantôt, c'est une étude formidable qui a été réalisée à travers le monde entier, dans plusieurs pays, au sujet des mécanismes de redevabilité, notamment autour de l'ODD 6. Et donc, je crois qu'elle a déjà présenté un peu le topo sur le nombre de pays, de zones qui ont été couvertes. Là, nous allons donc continuer rapidement pour expliquer ce dont il est question, le concept même de la redevabilité ou ailleurs, reddition des comptes. Donc, il s'agit ici de pouvoir toucher les personnes qui sont responsables de la gestion de l'eau de l'assainissement. Ceci, objectif étant qu'ils puissent accepter la responsabilité de leurs actions, qu'ils puissent rendre compte des raisons et de la façon dont ils l'ont géré et s'ils ont échoué, pourquoi, et que, idéalement, que ces personnes puissent ajuster leur politique, leurs actions en conséquence. Donc voilà,
en tout cas, ces trois domaines-là qui sont concernés. Alors, les mécanismes efficaces de redevabilité qui sont connus dans le monde, ils doivent être, pour être efficaces, formels, c'est-à-dire d'avoir une base juridique, doivent être réguliers, transparents, pas d'opacité, doivent être suffisamment inclusifs. Ici, il s'agit de pouvoir associer l'ensemble des groupes, l'ensemble des partis, des multi-acteurs au débat et à la gestion. Il doit pouvoir encourager la réflexion critique, donc les débats alternatifs, et doit pouvoir être sensible aux problèmes soulevés par les parties prenantes. Donc, si une partie n'est pas contente sur une question, il faut que le temps soit consacré. Et que ce mécanisme de redevabilité pour être efficace doit être tourné vers l'avenir. Donc, chercher à influer sur les actions de demain, les rendre mieux, comment ces mécanismes peuvent soutenir et aider les citoyens à vivre mieux. Donc, voilà les mécanismes efficaces existants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué dans la plupart des pays? C'est que généralement, il n'existe pas de mécanisme de redevabilité de l'ODD6. J'ai bien suivi certains pays d'Afrique, dont le cas du Togo. Eh bien, ça n'existe pas. Il y a des systèmes disparates, mais on ne peut pas l'appeler un mécanisme efficace de redevabilité. Et souvent, lorsque c'est dans certains pays, comme certains pays anglophones, eh bien, ces mécanismes ne sont pas efficaces, ne sont pas solides. Et puis, souvent, c'est juste limité à certains indicateurs, pas l'ensemble de tous les indicateurs des cibles de l'ODD6. Donc, voilà à peu près ce qu'on a trouvé dans la plupart des pays. Alors, quelle est la typologie des mécanismes existants? Eh bien, ce qu'on a pu noter dans la plupart des pays, c'est que au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on appelle les revues sectorielles. Donc, Joint Sector Review, pour s'il y a des Béninois ici, ils comprennent bien comment ça se passe au niveau du Bénin, donc des revues sectorielles conjointes. Il y a également des événements sectoriels qui sont faits et à la circonstance, et on met en place parfois des groupes de travail chargés de suivi de l'ODD6. Et il y a aussi dans certains pays une participation d'une pluralité de parties prenantes à la collecte de données. Donc, on encourage plusieurs parties à collecter les données. C'est aussi une bonne pratique. Et il y a aussi des cas où on a vu des consultations au cours des préparations de rapports. Le cas du Togo, le cas d'autres pays qui préparaient le rapport autour de l'ODD6. On a demandé au groupe sectoriel eau assainissement venez participer au processus national d'élaboration du rapport. Et puis, on a également noté des systèmes de redevabilité via des systèmes démocratiques et de réglementation. Par exemple, des gens ont fait recours à des examens parlementaires, par exemple, où les citoyens ont porté des cas devant le Parlement. Donc, ce sont des mécanismes gérés ou rapportés au niveau de l'État. Alors, au niveau des citoyens, bon, voilà, bon, on a vu essentiellement des conférences, des événements, des campagnes. On a aussi vu parfois des rapports alternatifs. Le cas du Togo, où pendant 2 ans, la société du Togo a élaboré des rapports alternatifs. Et puis, il y a aussi d'autres exercices qui sont pratiqués au niveau de la société civile. Tout ceci pour rendre le secteur plus redevable. Next. Alors, au niveau des régions, qu'est-ce qu'on a remarqué quand même des systèmes de redevabilité par région? Les trois qu'on a vus, c'est que, bon, voilà, au niveau du gouvernement, en termes de mécanisme de suivi, l'Asie environ 34%, l'Amérique centrale gagne le top, 52%, l'Afrique orientale, 17%, l'Europe, 39%, et en Afrique de l'Ouest, mais pas beaucoup de choses. En termes de mécanismes efficaces de suivi, on n'a pas trouvé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Bon, au niveau de tout ce qui est gouvernement, réunion, etc., eh bien, là, ici, on voit encore l'Afrique de l'Ouest, ça va, au moins, on a vu quelque chose. Le plus intéressant, c'est au niveau des revues sectorielles. Voilà, au niveau de la société civile, oui, non, le suivant, c'est bon. Next slide. Juste que la vidéo ici me cache un peu le... Voilà, c'est bon. Alors, au niveau de la participation de la société civile aux plateformes de redevabilité, eh bien, comme vous pouvez voir dans ce graphique, 33% ont estimé qu'ils n'ont pas été associés, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y en a qui participent régulièrement? Eh bien, 33% également. Donc, vous avez 33% de jamais, 33% de régulièrement. De façon sporadique, occasionnelle, 24%. Est-ce que vous connaissez de système de redevabilité dans votre pays? 9% estiment que non, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, on note quand même
que 33% des personnes interviewées estiment participer régulièrement à quelque forme de plateforme de redevabilité. Alors, au niveau du suivi et l'envoi de rapports sur le DD6, eh bien, on peut estimer que la plupart des pays sont à l'étape embryonnaire. Hein, c'est la phase initiale d'élaboration, d'envoi de rapports systématiques sur l'ODD6. Mais on peut quand même noter qu'il existe des instruments de suivi au niveau mondial qui sont utilisés pour mesurer les progrès au regard de l'ODD6. Certains connaissent les mécanismes gérés par ONU ou bien l'OMS, etc. Et certains pays sont dans la phase de développement des cartographies ou d'élaboration des niveaux de référence. Hein, d'autres développent actuellement des indicateurs sur le DD6. Bon, donc, on peut quand même estimer qu'on est en phase embryonnaire. Un peu de bruit ici, je vais juste bouger un tout petit peu. Mais on peut toujours continuer. Oui, next slide. Suivant. Next slide. C'est bon, j'ai mis celle suivante sur les difficultés à surmonter. Ah oui, bon, voilà, je voyais la même chose. Alors, quelles sont les difficultés à surmonter en matière de redevabilité qu'on a notées? C'est que la plupart des mécanismes ne sont pas assez efficaces pour que les gouvernements puissent être suffisamment tenus pour responsables ou comptables. Et on a également noté une absence de base juridique des mécanismes existants. Et puis le fait qu'il n'est pas, on a noté une irrégularité dans le suivi des résultats. Et puis le format des réunions ne facilite pas la participation réelle des gens, puisque souvent on informe les gens à quelques minutes de la réunion. Voilà, donc ça ne facilite pas tellement la participation des gens. Voilà, là je suis plus tranquille. Mais également, on a noté une absence de base, on a également noté un manque de diversité des parties prenantes représentées. Donc, tous les groupes tels qu'adoptés dans l'agenda 2030 ne sont pas représentés. Voilà. C'est suffisant maintenant. Voilà. Alors, au niveau de la participation de la société civile, oui. Vas-y, vas-y. Au niveau de la participation de la société civile, quelles sont les difficultés remarquées? On a noté le manque de sensibilisation, de connaissances, de capacité pour participer suffisamment, le manque de coordination, parfois de confusion dans les rôles, une transparence très limitée, et puis des plateformes existantes dans nos pays aux ressources extrêmement limitées pour que les personnes représentant la base des communautés puissent participer. Donc, voilà quelques difficultés rencontrées dans le cadre des mécanismes existants. Les défis à relever, alors, comment arriver à compléter les données existantes et à les allier, comment arriver à mettre à jour et avoir des informations à temps, comment arriver à avoir des données adéquates, à les diffuser en faveur des populations qui en ont vraiment besoin. Donc, ce sont les défis importants à relever en matière des mécanismes de suivi qu'on a notés. Donc, les données incomplètes, l'absence de mise à jour et puis les données qui sont inadéquates. Alors, maintenant, nous nous tournons vers l'avenir. Que faire pour avoir une redevabilité efficace? Première action à mener, influer avec succès sur les politiques et les politiques gouvernementales. Ensuite, focaliser davantage sur les groupes de base et les groupes en situation vulnérable. Accroître les partenariats entre les parties prenantes. Et également améliorer, n'est-ce pas, le cadre existant en termes le cadre existant en termes de mécanismes. Clarifier les rôles, s'assurer que tout le monde comprenne également ce qui va être fait. Et à ce niveau, nous vous encourageons fortement à voir les recommandations existantes. Donc, il y en a beaucoup de recommandations. Celles-là sont les quatre importantes qui sont les quatre recommandations importantes qui sont donc que nous soulignons ici.
Bon, donc, le lien est là. Je crois que la plupart d'entre vous avez au droit à au document. Nous vous encourageons à le lire pour avoir un résumé beaucoup plus complet, n'est-ce pas, de la situation, de ce que cette étude-là, formidable, a trouvé. Et j'espère avoir l'occasion de revenir sur les actions qui ont été menées dans certains pays, dans le Togo, depuis que cette étude-là a été publiée, et le début de changement que nous commençons à voir. Mais en tout cas, désolé pour les quelques ratés. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup, Sénat, pour la présentation. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi de ce travail et des études qui ont été menées dans les 25 pays, c'est que souvent, elles ont aussi permis dès le départ, en fait, dès le lancement de l'étude, ouvrir un dialogue vraiment avec les pouvoirs publics et les institutions sur la question de l'ODD 6. Dans certains pays, il y avait des choses qui étaient déjà existantes, mais dans d'autres pays, la société civile n'avait jamais vraiment eu d'échange en fait avec l'administration et les institutions sur la mise en œuvre de l'ODD 6. Donc, la réalisation de l'étude en elle-même a eu le mérite en fait dès le départ d'ouvrir ce dialogue en fait et voilà, de créer au moins des espaces ponctuels de discussion sur la mise en œuvre de l'ODD 6 et la redevabilité dans ce cadre. Mais aujourd'hui, en fait, on en est plus à l'étape de la nécessité en fait de rendre les recommandations des études opérationnelles au niveau national et voir en fait quels mécanismes de suivi des recommandations peuvent être mis en place. On a donc Roukiatou du SPONG du Burkina Faso qui va nous présenter en fait l'activité de suivi qui a été organisée par le SPONG au Burkina Faso suite à la réalisation de l'étude. Donc Sénat a dit qu'il avait aussi des choses à partager pour le Togo après. J'encourage tous les participants en fait qui ont été les points focaux d'études nationales à prendre la parole ensuite pour éventuellement partager des activités de suivi qui ont eu lieu dans leur pays. Donc pour cela, vous pouvez écrire dans la conversation de groupe que vous avez des choses à partager après Roukiatou et Sénat. Si vous n'avez pas mené d'activité dans les pays, c'est aussi intéressant de savoir en fait quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face éventuellement. Donc n'hésitez pas aussi à partager les challenges en fait dans la mise en œuvre des recommandations auxquelles vous faites face. Roukiatou, est-ce que tu peux prendre la parole pour voir si on t'entend? Il va falloir enlever le muet du micro. Très bien. Alors, pour l'instant, tu es toujours en muet, Roukiatou. J'utilise mon... Ah voilà, c'est bon, on t'entend. Ah, Roukiatou, on n'entendait pas ce que tu disais au départ, mais maintenant on t'entend. Donc voilà, si tu peux présenter l'action qui a été menée au Burkina récemment, les résultats et ce que vous en avez tiré. D'accord, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans ce webinaire. Il faut dire qu'à l'instar des 25 pays, le Burkina a eu la chance, à travers le SPONG, de conduire cette étude. Et je pense que les recommandations, enfin, les forces, les défis qui ont été présentés tout à l'heure dans le résumé de Sénat sont vraiment les principaux aussi éléments que nous, on a pu aussi relever comme défi au niveau des mécanismes de redevabilité. Donc, en gros, qu'est-ce que nous avons pu faire après la réalisation de l'étude? Il faut dire que nous avons fait quand même une large diffusion de l'étude parce que nous avons pu inscrire l'étude au niveau national comme étant un des rapports clés que nous avons réalisés au cours de l'année. Et ça a été partagé, diffusé largement auprès de toutes les organisations actives sur la question de l'eau, mais surtout auprès du gouvernement à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement. Et ce qui est aussi un point fort, l'étude a été
considéré comme un plus et utilisé en tout cas dans toutes les rencontres de grande envergure qui ont été réalisées récemment dans le secteur de l'eau et diffusées comme support de communication au sein de ces espaces-là. Donc, déjà au niveau de la diffusion, nous avons pu faire ce travail. Et aussi, l'une des recommandations qui est ressortie de l'étude, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance par rapport même à l'ODD 6, que ce soit du côté des OSC, même du côté étatique. Donc, nous avons pris quand même l'engagement de faire connaître davantage cet ODD, ses différentes cibles, etc. Donc, le 25, à l'occasion de la célébration de la du troisième anniversaire des ODD, nous avons pu, avec le soutien financier de WaterAid, organiser une rencontre pour partager les conclusions de cette étude en présence de plusieurs acteurs de la société civile et des représentants de structures étatiques. Donc, cet atelier qui a réuni une quarantaine de participants a permis de faire connaître les recommandations de l'étude à toutes les parties prenantes et de discuter ensemble sur comment on peut travailler ensemble à réaliser en fait ces recommandations-là. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de cet atelier, nous avons eu la participation, par exemple, du ministère de l'Économie et des Finances qui était représenté, mais également le ministère de l'Eau et de l'Assainissement qui également était présent et qui ont pris part à un panel pour aussi donner leur perspective et comment ils voyaient cette étude et comment ils pouvaient aussi s'appuyer sur cette étude pour pouvoir améliorer le dialogue et sur les mécanismes de redevabilité de l'ODD 6. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que nous avons fait pour le moment. Mais il faut dire que nous sommes aussi, je dirais, dans un contexte favorable, puisque actuellement, nous sommes dans un projet de promotion de l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Et du coup, il y a un gros travail d'information, de sensibilisation et de mobilisation des médias, des acteurs étatiques, de la société civile. Donc, c'est aussi une opportunité qu'on a et qui permet aussi de remettre chaque fois sur la table de discussion les recommandations de cette étude-là. Voilà. Donc, voilà de façon brève ce que je peux déjà dire. S'il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus. Merci. Merci Roukiatou. Est-ce que vous avez réussi pour cet atelier de restitution à obtenir des retours ou des réponses en fait du gouvernement sur la redevabilité? Quand on en avait parlé ensemble, il me semble qu'il y avait une difficulté importante en fait qui ressortait, qui était d'intéresser à haut niveau politique en fait. Et que voilà, c'était difficile de toucher les politiques sur le sujet. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des retours du gouvernement? Et deuxième question, quelles sont les perspectives en fait au niveau du Burkina maintenant que l'atelier a eu lieu? Est-ce que vous envisagez des suites en fait pour continuer à porter les recommandations de l'étude? Oui, en fait, effectivement, il faut dire que pour que certaines recommandations puissent effectivement se mettre en œuvre, il faut une participation de haut niveau. Là, on a plutôt un bon dialogue avec les techniciens du ministère, mais on n'a pas encore pu toucher, par exemple, le ministre, le secrétaire général lui-même, pour pouvoir faire prendre des décisions de haut niveau. Mais pour nous, c'est déjà important d'avoir cette volonté déjà des techniciens de s'intéresser à ce que nous faisons, qu'ils comprennent aussi l'enjeu de notre présence, de notre participation à ces espaces et à ces mécanismes de redevabilité. Donc, le prochain pas, c'est vraiment comment pouvoir toucher le plus haut niveau et
mieux faire intégrer et mieux faire prendre en compte ces recommandations. Parce que si aujourd'hui, par exemple, on parle de la participation aux espaces et mécanismes existants, il y a une certaine participation qui est là. Mais nous, on trouve qu'elle n'est pas encore très efficace, par exemple, sur le nombre de participants, sur les délais d'invitation, sur même la manière de mener ces rencontres-là. On pense qu'il faut encore faire des améliorations. Et ça, il faut une décision de haut niveau pour amener ces changements profonds. Et là, ça reste encore des sujets à approfondir. Et pour les prochains pas, je dirais que oui, pour les prochains pas, nous envisageons, parce que comme je disais la dernière fois, on envisage, même, on est en train de voir la possibilité de refaire, d'avoir une rencontre de haut niveau autour du rapport où on va cibler le ministre de l'eau comme étant vraiment la cible principale à toucher avec le ministre de l'économie et des finances, même si ça serait autour d'une rencontre assez restreinte. Mais il faudra qu'on puisse toucher ces deux cibles-là en vis-à-vis pour pouvoir discuter de ces recommandations-là. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais ajouter, Sandra. Merci. Ok, merci beaucoup, Roukiatou. Merci pour les précisions. Alors, il y a eu plusieurs demandes de parole sur des activités de suivi qui ont eu lieu au niveau national. On va faire par ordre de demande de parole. Donc, je vais redonner la parole à Séna qui voulait présenter des activités qui avaient eu lieu au Togo. Ensuite, je donnerai la parole à la personne du Cameroun qui a demandé la parole et à Tabalaba du Mali. Donc, Séna, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais partager quelques images des activités qui ont été réalisées chez nous. Donc, je vais noter le suivi de cette étude à 3 niveaux. Le premier, c'est suite à l'atelier de Ouaga sur la redevabilité, sur le contrôle citoyen et l'action publique. Le Togo, nous avons un réseau, le CCABT, le Conseil sur le suivi de l'eau et de l'assainissement, donc qui a organisé un atelier de formation à la suite de l'atelier de Ouaga pour sensibiliser un peu l'ensemble des acteurs du domaine de l'eau sur la nécessité donc d'aller dans le sens du CCAP, mais surtout comprendre ce concept de reddition des comptes tel que nous en faisons la promotion. Donc, et à la réunion du CCABT, d'ailleurs, un mois plus tard, le même exercice a été répété. Donc, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, notre deuxième niveau de suivi, c'est au niveau du ministère en charge de l'eau. Donc, nous avons été bénis au Togo qu'on ait créé un nouveau ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Et donc, nous sommes allés rencontrer le ministère, présenter l'étude officiellement, leur remettre copie, parce qu'avant, on avait des copies que de photocopies. Maintenant qu'on a des copies bien imprimées, joliment décorées et tout, donc on allait remettre des copies au ministère. Et donc, c'est avec l'ensemble, tout le cabinet du ministère qui nous a reçus. On a eu à échanger avec nos collègues du PNGE et d'autres associations. Et on a échangé sur la relation entre l'étude, mais également les forums, notamment le forum de Dakar 2021. Troisième niveau, eh bien, ce sont les photos que je partage là avec vous. Nous venons d'organiser le deuxième forum de la société civile, le deuxième forum national de la société civile sur les ODD. Donc, il s'est tenu à Atapamé juste la semaine passée, et qui a rassemblé près de 200 organisations de la société civile. Et ce fut donc l'occasion également de pouvoir présenter cette étude-là, de présenter ce qu'elle contient, quelles sont les recommandations fortes au niveau du Togo en matière de mécanisme de redevabilité. Et donc, ça a été intégré à la déclaration finale. Et donc, c'est avec grande joie qu'aujourd'hui, on peut estimer que une bonne partie, quand même, une bonne frange de la société civile togolaise est informée de l'essence de cette étude. D'ailleurs, la synthèse a été faite et par moi, mais également par le collègue de Genevais, l'ONG, qui a réalisé cette étude-là au Togo. Donc, formation des acteurs de la société civile, présentation au gouvernement, au ministère, mais également présentation de l'étude à l'ensemble des acteurs de la société civile réunis au sein du groupe de travail de la société civile sur les ODD. Donc, voilà quelques images que je partage avec vous de ce deuxième Forum national des OSC. Voilà, merci.
Merci Sénat. Alors, les images que Sénat partage sont dans la boîte de conversation. Donc, vous pouvez les voir dans la boîte de dialogue. Je vais donner la parole à la personne du Cameroun, Djibrila Youssoufa, qui souhaitait s'exprimer, qui a pris part en fait à l'étude pour le Cameroun et qui voulait aussi s'exprimer sur ce qui a été fait. Ok, merci de me passer la parole. Je suis vraiment très fier de participer à ce webinaire et je salue tous les Africains qui prennent part. Pour le Cameroun, nous avions participé à cette enquête en août et en décembre, nous avons finalisé avec la restitution organisée par une plateforme qui s'occupe de l'eau et de l'énergie dans les locaux de Global Water Partnership à Bastos, à Yaoundé au Cameroun. Au cours de nos travaux, nous avons eu à identifier plusieurs mécanismes. Et ces mécanismes touchent véritablement l'aspect de l'ODD 6, précisément l'ODD 6.1 et 6.2. Donc, pour les bases de données des ouvrages, notamment l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement en cours, nous avons touché les autorités locales, c'est-à-dire les mairies, nous avons touché les délégations régionales, nous avons touché également au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des ministères. Et je vous assure que par rapport à ces différents travaux, nous avons mené des entretiens. Et ces entretiens ont ciblé trois principales axes, dont la plateforme de WASH que nous avons au Cameroun, le Comité national de l'eau, le cadre de concertation régionale. Dans le cadre du WASH, il faut dire qu'il y a deux groupes qui ont été interviewés pour savoir évidemment véritablement à quel niveau cette redevabilité pourrait être redynamisée et mise en œuvre véritablement par tous les acteurs. Et dans ce cas de figure, nous avons recensé au niveau de cette coordination, nous avons le secrétariat technique du ministère de l'eau et de l'énergie du Cameroun et l'UNICEF qui est l'organe d'appui technique et financier. De l'autre côté, nous avons également l'aspect des partenaires, que ce soit les institutions internationales et les OSC locales et les grandes plateformes qui s'occupent de l'eau au niveau du Cameroun comme un acteur de plaidoyer, notamment Global Water Partnership. Et par la suite, nous avons aussi au niveau du comité national de l'eau, nous avons remarqué que les instruments ou bien, c'est-à-dire les textes juridiques qui peuvent, c'est-à-dire faciliter l'appropriation de toutes les parties, de toutes les parties prenantes à cette stratégie en œuvre de l'ODD6 et ses redevabilités. Nous avons constaté que beaucoup des acteurs ne maîtrisent pas ce texte. Et par rapport à cette méconnaissance, je vais dire au niveau même de l'État, cette application n'est pas de rigueur. Ce qui fait donc que pour véritablement saisir cette redevabilité, il était vraiment très difficile pour nous. Et nous avons enfin remarqué au niveau, c'est-à-dire de ces différents entretiens, comment faire pour améliorer les mécanismes actuels de redevabilité. Nous avons pensé qu'il était important d'aller vers le pouvoir, c'est-à-dire les institutions du pays et Alors, moi non plus, je n'entends plus. Alors, on a perdu Djibrila.
je pense que le problème vient de lui. Dommage, parce que c'était assez intéressant de voir comment au Cameroun, ils essayaient de redynamiser les mécanismes de redevabilité à différents niveaux. Djibrila, on vous a perdu là pendant quelques secondes. Allô? Non, il est parti. J'en profite pour dire que dans les études, dans les 25 études nationales, il y avait des recommandations pour le gouvernement, mais aussi en fait pour les institutions internationales et souvent aussi pour les organisations de la société civile. Bon, alors du coup, je vais donner la parole au Mali, à Tabalaba de la CNCIEPA, qui souhaitait s'exprimer sur les activités qui ont été mises en place au Mali suite à l'étude. Alors, Tabalaba, la parole est à toi. Au niveau du Mali, je pense que nous sommes un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table. Effectivement, comme vous l'avez si bien cité, à l'animation de cette étude qui a été conduite par Ndouater Poerti, donc nous avons bien participé. Et au niveau du Mali, ce que nous avons pu faire déjà dans le processus de la conduite du rapport pays qu'on était censé, des acteurs ont été impliqués et la liste a été jointe à l'époque au rapport qu'on avait communiqué. Et ceci dit, à la fin de la publication du rapport global, ce que nous avons pu faire, c'était d'abord les acteurs du secteur. Ça, c'était la première des choses. La seconde des choses, c'était de faire en sorte que nous, au niveau du Mali, qu'on puisse d'abord mettre en œuvre mondiale. Déjà, nous, on avait pris une longueur d'avance en produisant ce qu'on appelle un plan d'action. Et cela a été possible grâce à l'appui de Ouattara, pour voir dans quel cadre on pouvait nous réfléchir au niveau national de la manière dont on pouvait au moins faire en sorte que les ERD soient accélérés. On avait déjà réfléchi au début 2010, déjà adopté en 2015. Donc, il était important qu'on puisse travailler à faire en sorte que tous les indicateurs de l'UD6, en lien avec le UD6, puissent être mis en œuvre. Et cela nous avait amené à l'époque à faire en sorte que nos partenaires avec lesquels nous travaillons, les partenaires de l'État, notamment la DNCPN, la DNH, pour qu'on puisse voir ensemble la manière dont on peut implémenter cela. Et parmi les éléments de ce plan, ce qui a lieu ce qui est le plus important, c'est d'abord le niveau d'appropriation de l'UD6. Parce qu'évidemment, nous, à notre entendement, le UD6, c'est vrai que c'est un document au niveau international, mais au niveau national, on devait pouvoir l'internaliser. Parce qu'au niveau de notre pays, il y a ce qu'on appelle la décentralisation qui fait que le secteur de l'eau et l'assainissement sont des secteurs qui sont transférés. Autrement dit, si tel est le cas, il est important que nous travaillions à la base pour que les communes pour lesquelles les documents et produits puissent être les véritables acteurs actifs de ce processus-là, comme ça qu'on l'avait entendu. Raison pour laquelle, en plus du travail qui a été fait par l'État, pour le rappeler, l'État, comme on va travailler sur le niveau national par rapport à l'ensemble de cette cible, on a beaucoup travaillé. Elle va vous dire au niveau de notre pays. Je pense que je vais donner des choses à Mme Bari rentrer dans ce détail, donc je vais donner à Mme Bari dans ce détail-là. Et ceci m'amène à dire que internalisation veut dire quoi? Parce que nous avons pu réaliser l'étude dans un contexte assez particulier. Parce que pourquoi je l'ai dit? Parce que nous étions dans une phase de relecture de nos politiques. D'abord, il faut parler de la politique nationale de l'eau, la politique nationale de l'assainissement et également même de tous les autres aspects. Le PROSIA également, qui est un programme que nous avons, un programme sectoriel eau et assainissement, là aussi c'est en cours d'évaluation assez favorable. Et nous, notre dimension, c'est quoi? C'est faire en sorte que vraiment les priorités de l'UD6 puissent être intégrées carrément dans la directive de ces politiques.
et ce que nous appelons l'internalisation, autrement de faire en sorte que donc l'ensemble de ces préoccupations puissent être intégrées dans des processus nationaux. Ça, c'est un travail qu'on a à faire. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec les services techniques donc, qui sont autour de la table. Je pense qu'ils peuvent en témoigner. On a beaucoup fait dans ce sens. Et un autre aspect également très important qu'il faut indiquer par rapport à ce que nous avons pu faire également, c'est de faire également des campagnes d'information et de plaider auprès d'un certain nombre d'institutions. Notamment, j'ai nommé ici les parlementaires. Donc, vraiment, désormais, voici un peu le document le plus important qui peut faire en sorte que ce que nous avons comme difficulté au niveau du secteur puisse être plus ou moins donc revu. Également, l'autre aspect également, c'est également les conseillers nationaux également, avec lesquels on a suffisamment travaillé et que vraiment qui ont été sensibilisés, qui ont compris que vraiment l'UDD, c'est un instrument très, très important qui peut permettre donc, au sous-secteur d'avancer. Et également, un autre aspect très important, vous savez également que depuis 2018, nous avons travaillé, on a fait en sorte qu'on puisse lancer une sorte de campagne de plaidoyer, une campagne de plaidoyer à l'ensemble, à l'endroit des 23 candidats qui étaient aux élections présidentielles. On a produit un document qu'on a appelé le manifeste et qu'on a voulu adresser à l'ensemble des candidats pour donc des questions de gouvernance de façon donc globale, mais précisément dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Voici un élément très important. Lorsque donc, le gouvernement avait été mis en place, on a estimé également qu'il fallait saisir les prémices. Là également, les prémices ont été saisies pour le demander de faire en sorte que vraiment les produits de l'EDD, également même du l'EDD et l'histoire, c'est vraiment voici des mécanismes qui sont complémentaires. Donc, nous ne les séparons pas. Pourquoi? Parce que pour nous, tel le soit, c'est vraiment un cadre de redevabilité et un mécanisme qui est là, qui peut permettre l'atteinte de l'UDD6. Comme ça qu'on est en train de voir. Il y a là à faire donc, le manifeste qu'on a adressé au Premier ministre, comment on appelle, à travers une lettre qu'on a eu à adresser au Premier ministre. Il a répondu favorablement pour dire qu'il nous a rassuré qu'effectivement, l'eau et l'assainissement, vraiment, c'est un secteur clé et qu'il entend traduire cela dans la déclaration de politique générale qu'on appelle la DPG. Et je pense que ça, c'est quand même des éléments très, très importants qu'on a voulu citer pour témoigner seulement que le Mali, certainement, nous n'avons pas ce rapport, mais quand même, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de croire que vraiment, dans les jours et mois à venir. Donc, certainement, également d'autres réalisations que je peux citer. On a fait des réalisations d'études en lien avec les groupes de traitement, en lien avec la gestion de la qualité de l'eau, également la gestion des déchets, mais également production également d'un certain nombre de rapports sous forme d'études également par rapport à ce qu'on a appelé donc, le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais également le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais également concernant le niveau de satisfaction des besoins en eau et en assainissement. Là aussi, c'est des études qu'on a réalisées grâce à l'appui de certains nombres de partenaires tels que IRC, tels que donc, Wetland, qui nous ont permis de comprendre qu'au niveau national, il y a une somme de préoccupations vraiment qui devaient faire l'objet d'une étude pour voir au moins avoir des évidences qui permettent à la société civile de nourrir donc ces questions de plaidoyer. En tout cas, voici un peu plus ou moins, très rapidement, ce que je peux dire au niveau du Mali, ce qui a pu être mené comme action. Il y a beaucoup d'autres détails. Je pense que les camarades qui sont là également sont assez engagés dans ce processus. Ils auront l'occasion, s'ils le veulent, donc revenir sur certains aspects, surtout Mme Barry, qui a participé quand même au niveau donc, international par rapport à la représentance du rapport volontaire du Mali, qui était un rapport assez important. Donc, elle peut revenir pour vous donner des détails en lien avec tout cela. Donc, je vous remercie beaucoup une fois de plus. Je pense que nous aurons, avant la fin de cet entretien-là, à dire d'autres détails par rapport à ce que nous avons pu faire comme activité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tabalaba, pour toutes ces explications. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail puisque le webinaire s'arrête dans 6 minutes et qu'on avait un dernier participant du Sénégal qui souhaitait prendre la parole. Donc, c'est pour donner quand même l'opportunité à tous les pays de s'exprimer. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi de ces explications, des actions mises en place au Mali, c'est que en dehors du fait qu'il semble y avoir un dialogue déjà très soutenu en fait entre la société civile et les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de l'ODD 6,
on peut voir que vous avez intégré finalement vos messages sur la redevabilité et la mise en œuvre de l'ODD6 à d'autres opportunités de plaidoyer pour faire avancer le secteur, comme la relecture en fait des politiques de l'eau au Mali, ou encore comme la campagne pour les élections. Donc je pense que c'est aussi une leçon intéressante à tirer de ces explications. Donc je voudrais donner la parole à Mbaye du Congad du Sénégal, qui a aussi piloté l'étude au niveau du Sénégal et qui voulait partager avec nous les activités de suivi mises en place. Donc Mbaye, la parole est à vous. Mbaye? Il est en mute. Ok, alors je vais essayer d'enlever son... Yeah. Je vais essayer d'enlever son mute, mais je ne vois pas où il est. Excusez-moi. Alors, Mbaye, si vous m'entendez, il faut enlever votre le micro muet. Sinon, je vais passer la parole à la personne du Burkina qui voulait compléter l'intervention de Roukiatou tout à l'heure. Donc, Elie Abossédé de IRC Burkina Faso qui voulait s'exprimer également. Oui, bonjour Madame la coordonnatrice de Coalition Eau. Je voudrais remercier d'abord Madame Ouedraogo pour son intervention. Mais la question principale que je me posais depuis, je pense que ça a été évoqué lors de la réunion de redevabilité de l'étude sur les mécanismes de redevabilité de l'ODD6 au Burkina. Bon, est-ce que le gouvernement veut réellement de ces cadres de redevabilité-là? Parce que c'est une question fondamentale qui a été posée. Les réticences en la matière, bon, tout ça, on ne sait pas si c'est quelque chose qui va vraiment aboutir au Burkina, mais comme elle a dit, on est en train d'espérer voir. Il va entre-temps... Et ce que je voudrais participer, je dis participer, hein, ce que je voudrais partager plutôt, c'était les bons points, voilà, qui ont été retenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on compte déjà le droit à l'eau et à l'assainissement dans la Constitution du Burkina. Bon, c'est déjà quelque chose qu'il faut acclamer, mais il va falloir travailler pour qu'on puisse vraiment avoir beaucoup plus de considération de la société civile comme partie prenante même dans la quasi-totalité des cas de dialogue au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina. Et je pense que l'ONEA a été interpellé lors de la réunion de redevabilité sur cette question-là. Voilà. Et surtout, spécifiquement sur les problèmes d'eau dans les grandes villes de Ouagadougou et périphérique. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais juste dire pour compléter. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on va devoir terminer en fait le webinaire et arrêter à 13h pile. C'est la technique qui veut ça. Héloïse a fait un résumé des prochaines étapes, ou en tout cas de certaines étapes en fait qui peuvent être mises en place pour le suivi de l'étude. En tout cas, on encourage vraiment tous les points focaux des études et les organisations, les réseaux d'OSC au niveau national à intégrer les recommandations de l'étude dans leur plan d'action de plaidoyer et à solliciter en fait leurs partenaires pour soutenir ces recommandations. Les pistes de plaidoyer qui avaient été évoquées lors de l'atelier de Ouagadougou avec les collectifs africains eau et assainissement d'Afrique de l'Ouest et du Centre en février dernier sont aussi une bonne base en matière de contrôle citoyen pour l'ODD6. Donc, en termes de prochaines étapes, ce qu'on vous propose, c'est on va envoyer en fait un rapport du webinaire
avec également le rapport des 2 autres webinaires qui ont lieu en anglais et en espagnol, pour vraiment partager les initiatives qui sont mises en place au niveau national et s'inspirer mutuellement d'activités qui peuvent être mises en place. Pour cela, on vous encourage à nous envoyer quelques lignes, 4 ou 5 lignes en fait, qui résument ces activités que vous avez pu mettre en place. Alors, on met dans la conversation, Héloïse va inscrire dans la boîte de conversation son adresse email et mon adresse email pour que vous puissiez nous envoyer quelques lignes qui présentent ces activités. Ça vaut aussi pour les personnes qui ont pris la parole, parce que parfois la connexion est moins bonne, donc n'hésitez pas aussi à nous renvoyer tout ça par écrit. Sachez que les réseaux partenaires en fait qui ont piloté l'étude mondiale souhaitent vraiment discuter, identifier les meilleures façons en fait de soutenir les réseaux nationaux. Voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver des moyens par lesquels en fait on pourrait vous aider et vous appuyer au niveau national sur la mise en œuvre des recommandations. On réfléchit aussi à un échange plus approfondi ultérieurement en fait sur ces activités de suivi. Alors ça pourrait être un autre webinaire début 2019, mais ça pourrait être aussi une session de discussion lors du prochain atelier des collectifs africains de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comme chaque année, donc on organisera cet atelier au premier semestre de 2019 et on est en ce moment en pleine réflexion sur l'organisation de ce futur atelier, avec l'idée de peut-être mutualiser avec d'autres rencontres en fait pour le secteur, notamment la réunion de lancement du 9e Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar en 2019. Donc on va essayer de voir si on peut avoir ce temps d'échange des collectifs de la société civile en parallèle d'une réunion internationale ou régionale pour le secteur, afin de mutualiser un petit peu nos différentes actions. Donc voilà, on vous enverra le rapport. Peut-être que pour les personnes qui n'ont pas indiqué leur présence dans le webinaire, merci de bien mettre vos noms dans la boîte de dialogue pour qu'on identifie tout le monde. Voilà, donc je vous remercie tous et merci à Enwater Poverty d'avoir mis en place le système Zoom pour qu'on puisse se parler à travers les continents. Merci à Héloïse d'avoir modéré la boîte de dialogue et appuyé l'organisation du webinaire, et merci à nos différents intervenants pour les présentations et aux participants pour les partages d'expériences. Bonne journée à tous, au revoir. Merci à toi, merci à tous, bye bye. Merci, au revoir. Je peux mettre le micro, quoi. Allez. Et c'est là. Bye bye. Mais c'est là.